Au printemps de 1945, le monde retenait son souffle, tandis que le Reich de Milan s'effondrait au milieu de ruines fumantes. Dans un bunker sous les rues de Berlin, le Führer sautait la vie. Sur les champs de bataille, ses généraux les plus loyaux tombaient au combat. Sur les routes de la fuite, ses plus hauts hiérarques étaient capturés un par un, tentant de fuir la justice qui planait sur eux comme une ombre inévitable. Göring, Himmler, Goebbels, Speer. Les noms qui avaient terrorisé l'Europe pendant plus de 10 ans avaient enfin un visage, un destin, une fin. Mais au milieu de ce chaos apocalyptique, de cette reddition de contes historiques, l'homme qui connaissait chacun de leurs secrets, le chef d'orchestre de leur symphonie de terreur, le chef de la redoutée Gestapo, Heinrich Müller, simplement, s'évapora de la surface de la terre. Il n'y eut pas de corps, pas de confession, pas de procès. Seulement un silence assourdissant qui a perduré pendant des décennies. La question qui obséda les chasseurs de nazis, les historiens et les services de renseignement pendant le reste du siècle est aussi simple que déconcertante. Comment est-ce possible? Comment l'architecte de la police secrète nazie, l'homme qui siégeait au centre exact de la toile d'araignée de la terreur qui s'étendait des fjords de Norvège jusqu'aux côtes de Grèce, est-il devenu le fantôme le plus recherché du XXe siècle? Son nom n'avait pas le même écho médiatique que celui d'autres chefs du parti. Il n'était pas un idéologue charismatique, ni un maréchal décoré. Son nom était Heinrich Müller, et son profil est, peut-être, bien plus terrifiant. Il n'était pas un soldat du front, taché de boue et de sang au combat. C'était un assassin de bureau, un fonctionnaire méthodique, un policier de carrière, un bureaucrate implacable et sinistrement efficace, qui transforma les classeurs, les tampons encreurs et les télégrammes en armes d'extermination massive. Il ne hurlait pas dans les meetings, il murmurait des ordres dans des couloirs silencieux qui condamnaient des centaines de milliers de personnes à une mort anonyme dans des fosses communes ou dans les chambres à gaz. C'est pourquoi, ceci n'est pas une simple histoire de guerre. Ce n'est pas un récit de bataille et de stratégie militaire. C'est quelque chose de plus profond et de plus perturbant. C'est une enquête sur l'anatomie du mal bureaucratique, une dissection de la manière dont la normalité peut être le masque le plus efficace pour la monstruosité. Et, par-dessus tout, c'est la chronique d'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire moderne. Qu'est-il vraiment advenu de Gestapo Müller? Son histoire est un rappel glaçant d'une vérité que nous préférerions ignorer. Les grands crimes de l'humanité ne sont pas toujours commis par des monstres reconnaissables. Souvent, ils sont rendus possibles grâce à la participation de professionnels apparemment normaux et efficaces. Des hommes comme Müller, qui arrivent au bureau, accomplissent leur journée, optimisent les processus et sont loués pour leur diligence. Ils démontrent qu'il n'est pas nécessaire d'être un sadique aliéné pour devenir un rouage vital des pires atrocités. Parfois, il suffit d'être un bon administrateur au service d'une cause monstrueuse. C'est un avertissement qui résonne jusqu'à nos jours sur la banalité du mal et le pouvoir illimité et corrupteur de la terreur d'État. Pour comprendre le mystère de sa fin, nous devons d'abord percer l'énigme de sa vie. Ensemble, nous allons parcourir sa surprenante carrière, en commençant non pas au sein du parti nazi, mais en tant que détective de police respecté dans la démocratique et libérale République de Weimar, un défenseur de la loi et de l'ordre. Nous suivrons son ascension vertigineuse au sommet de la Gestapo sous la tutelle de Reinhard Heydrich, devenant le pilier opérationnel de l'organisation. Nous exposerons son rôle central, froid et calculateur, dans la planification et l'exécution de l'Holocauste, non pas comme un idéologue, mais comme le gestionnaire principal du génocide. Et enfin, nous analyserons une par une les théories déconcertantes et contradictoires sur sa mystérieuse disparition. Est-il mort dans les derniers jours de la bataille de Berlin? A-t-il été capturé et recruté par les soviétiques? Ou a-t-il réussi l'impensable, une fuite parfaite vers une nouvelle vie en Amérique du Sud ou même aux États-Unis? Chaque indice, chaque témoignage, chaque document déclassifié ne semble qu'ajouter d'autres couches au mystère, nous menant à la question fondamentale qui pèse sur son héritage comme une guillotine. Un homme qui a orchestré la mort de millions de personnes, qui connaissait chaque sale secret du régime le plus infâme de l'histoire, peut-il simplement s'évaporer sans laisser de traces? Pour trouver le fantôme, nous devons d'abord comprendre l'homme. Et l'homme, Heinrich Müller, n'est pas né dans l'ombre. Il est né à la lumière d'un nouveau siècle, le 28 avril de l'an 1900 à Munich.
Son monde n'était pas fait de chaos et de fanatisme, mais de tout le contraire. Il a grandi dans un milieu ouvrier, catholique et dévot, un environnement défini par l'ordre, la discipline et le devoir. Son père était un fonctionnaire de police locale, un gendarme, et le jeune Heinrich fut éduqué dans le respect de l'autorité et de la structure. Son enfance n'eut rien d'extraordinaire. Ce fut celle d'un garçon allemand ordinaire de son temps, façonné par l'Église, l'école et la stricte figure paternelle. Il n'y avait en lui apparemment aucune graine de la monstruosité qui allait éclore. Sa première épreuve du feu vint avec la Grande Guerre. Il servit durant la dernière année du conflit, non pas dans les tranchées, mais dans les cieux, comme pilote d'une unité d'artillerie. Il reçut la Croix de Fer pour sa bravoure, une décoration qu'il porterait avec fierté tout le reste de sa vie. Après la défaite et l'effondrement de l'Empire allemand, Müller retourna dans une Bavière en proie aux convulsions, plongé dans l'agitation politique. Et là, comme s'il suivait un scénario préétabli, il fit ce qu'on attendait de lui. Il suivit les pas de son père et en 1919, il rejoignit la police de Bavière. Et c'est ici que l'histoire de Heinrich Müller prend son premier tournant déconcertant, où la ligne droite de sa biographie devient un paradoxe. Car Müller ne fut pas un nazi fanatique dès le début. Bien au contraire. Pendant 14 ans, il servit avec une loyauté apparemment inébranlable un État démocratique, la République de Weimar. Rapidement, ses supérieurs remarquèrent son talent exceptionnel. Il fut assigné au département politique de la police de Munich, l'épicentre de la lutte contre les mouvements extrémistes qui menaçaient de détruire la fragile démocratie allemande. Et son travail consistait à enquêter, infiltrer et démanteler les ennemis de la République. Ses objectifs ? D'une part, les groupes de gauche, les communistes et les socialistes révolutionnaires qui regardèrent vers Moscou. Et d'autre part, les groupes émergents et violents d'extrême droite. Parmi eux, un petit parti bruyant dirigé par un caporal autrichien nommé Adolf Hitler, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Oui, vous avez bien entendu. L'homme qui deviendrait le chef de la Gestapo, la terreur des opposants au régime, commença sa carrière comme chasseur de nazis. Et il était extraordinairement doué pour cela. Ses collègues le décrivaient avec un mélange d'admiration et de crainte. Il possédait une mémoire photographique presque surhumaine, capable de se souvenir de visages, de noms et de connexions issus de milliers de dossiers. Il était implacable, travaillait sans relâche, indifférent à la politique, obsédé uniquement par l'efficacité de sa tâche. Il était, en essence, le parfait serviteur de l'État, un instrument apolitique de la loi. C'est du moins ce qu'il semblait. En janvier 1933, le monde de Müller et celui de toute l'Allemagne changea à jamais. Adolf Hitler fut nommé chancelier. La démocratie que Müller avait juré de protéger se désintégra en l'espace de quelques semaines. Et tandis que de nombreux fonctionnaires et policiers loyaux à la République étaient purgés, licenciés ou arrêtés, Heinrich Müller non seulement survécut, mais il prospéra. Pourquoi ? Parce que les nouveaux maîtres du pouvoir, des hommes comme Heinrich Himmler et, par-dessus tout, son jeune et ambitieux lieutenant, Reinhard Heydrich, ne cherchaient pas seulement des brutes idéologisées. Celles-là étaient faciles à trouver. Ils avaient besoin de quelque chose de bien plus précieux, des professionnels froids, méthodiques et impitoyables pour construire le squelette de leur nouvel appareil de sécurité d'État. Et en l'efficace policier de Munich, ils virent le rouage parfait. Ils virent en Müller un homme dont la loyauté n'allait pas à une idéologie, mais à la machinerie même du pouvoir. Peu leur importait qu'il ait enquêté sur les nazis. En fait, ils appréciaient cela. Cela signifiait qu'ils connaissaient leurs ennemis intimement. Sous le manteau protecteur d'Heydrich, l'ascension de Müller fut fulgurante. Heydrich était l'architecte visionnaire de la terreur. Müller était l'ingénieur en chef qui dessinait les plans et supervisait la construction. Il ne fut pas apprécié pour sa ferveur nazie. En fait, son cynisme envers la pompe du parti était bien connu dans les cercles internes. Il rejoignit le parti nazi très tard, en 1939. Presque comme une formalité bureaucratique, alors qu'il était déjà l'un des hommes les plus puissants du système de sécurité. Sa véritable religion était la compétence. Sa dévotion allait à l'efficacité opérationnelle. Il devint le protégé d'Heydrich, l'expert incontesté des opérations de police, l'homme qui savait comment faire en sorte que les choses, aussi terribles soient-elles, soient faites. En septembre 1939, avec l'invasion de la Pologne et le début de la Seconde Guerre mondiale, Müller atteignit le sommet.
Il fut nommé chef de l'AmtK, 4e département, du tout nouvel office central de la sécurité du Reich, le RSHA. Le nom Amtk semble bureaucratique et inoffensif. Son véritable nom était bien plus simple et bien plus terrifiant. La Geheim Staatspolizei, la Gestapo. À 39 ans, Heinrich Müller était devenu le chef opérationnel de la police secrète pour tout le Reich, et à mesure que la guerre avançait, pour toute l'Europe occupée. Son modeste bureau de la Prinz-Albrecht-Straße à Berlin devint le cœur palpitant de la répression nazie. Depuis ce bureau, Müller ne dirigea pas une armée, mais il perfectionna les techniques de la terreur d'État à une échelle industrielle. Sous son commandement, la Gestapo tissa un réseau massif d'informateurs qui couvrait chaque immeuble d'appartement, chaque usine, chaque brasserie. La peur de la dénonciation du voisin devint l'arme de contrôle social la plus puissante. Il perfectionna la surveillance constante, transformant la société en une prison panoptique où n'importe qui pouvait être observé. Il institutionnalisa des méthodes d'interrogatoire brutales, connues par euphémisme sous le nom d'interrogatoire intensifié, où la torture n'était pas un excès, mais une procédure standard pour briser la volonté des détenus. Et plus important encore, il généralisa l'utilisation d'un simple instrument bureaucratique au pouvoir dévastateur, la Schutzhaft, ou détention de protection. D'une simple signature sur un formulaire, la Gestapo de Müller pouvait arrêter n'importe qui, sans preuve, sans inculpation, sans l'intervention d'aucun juge, et l'envoyer directement en camp de concentration pour une durée indéfinie. C'était l'arme administrative ultime, la clé qui ouvrait les portes de l'enfer, et Müller l'utilisa des millions de fois. Il était le bureaucrate qui avait transformé l'administration en anéantissement. Les rênes de la Gestapo fermement entre ses mains, Heinrich Müller devint l'un des hommes les plus puissants et les plus redoutés de l'Europe occupée. Mais ses victoires ne seraient pas remportées sur des champs de bataille enneigés du front oriental ni dans les déserts d'Afrique du Nord. Les batailles de Müller se livrèrent dans de silencieux bureaux, aux murs lambrissés d'acajou, dans les sous-sols humides des salles d'interrogatoire et parmi les couloirs interminables des archives. Ses ennemis n'étaient pas des soldats en uniforme, mais des civils sans défense. Ses armes n'étaient pas des chars et des avions, mais la peur, la suspicion et une plume avec laquelle il signait des condamnations à mort en masse. Sa première grande opération, l'acte inaugural de la Seconde Guerre mondiale, fut un chef-d'œuvre de son génie particulier pour la tromperie et la cruauté. Cela se produisit en août 1939. Hitler avait besoin d'un prétexte, d'une excuse crédible pour envahir la Pologne, et Müller la lui fournit. L'opération portait un nom de code, Opération Himmler. Sa pièce maîtresse fut l'incident de Gleiwitz. Müller organisa un commando d'élite d'agents de la SS et de la Gestapo, les vêtit d'uniforme de l'armée polonaise et leur ordonna de mener une attaque sous faux drapeau contre une station de radio allemande dans la ville frontalière de Gleiwitz. Pour ajouter une touche de réalisme macabre, la Gestapo prit des prisonniers de camps de concentration, les assassina et vêtit leur corps des mêmes uniformes polonais, les laissant éparpillés sur la scène de l'attaque, comme preuve irréfutable de l'agression polonaise. La propagande nazie éclata en une indignation feinte. Le lendemain, Hitler s'adressa au Reichstag et, citant l'attaque orchestrée par Müller, annonça que l'Allemagne était en guerre. Le premier coup de feu du conflit le plus sanglant de l'histoire ne fut pas une balle, mais un mensonge méticuleusement fabriqué dans le bureau du chef de la Gestapo. Si Gleiwitz fut l'ouverture de la guerre, l'acte suivant de Müller allait définir son véritable héritage. À mesure que les armées allemandes s'étendaient à travers l'Europe, la question juive devint une priorité pour le régime. Le 20 janvier 1942, dans une luxueuse villa au bord du lac de Wannsee à Berlin, 15 hauts fonctionnaires du parti et de la SS se réunirent pour coordonner ce qu'ils appelleraient la solution finale. Dans cette salle se trouvait le subordonné direct de Müller, un lieutenant-colonel nommé Adolf Eichmann, qui rédigea méticuleusement le procès-verbal de la réunion. Mais ne nous y trompons pas. Eichmann était là en tant que gestionnaire. Son chef, Heinrich Müller, était un participant clé, l'un des hommes les plus importants dans la pièce. Il n'était pas là pour débattre de l'idéologie. Il était là en tant que représentant de la seule organisation ayant la capacité, le réseau et la cruauté nécessaires pour mener à bien la tâche, la Gestapo.
Sa présence était une garantie opérationnelle. Quand les autres parlaient de chiffres et de territoires, Müller pensait aux rafles, aux arrestations, à la logistique de la terreur. Il était l'homme qui pouvait faire de ce cauchemar une réalité. À partir de ce moment, l'axe le plus mortifère de la machinerie de l'Holocauste se forgea. L'axe Müller-Eichmann. Le monde connaît Eichmann comme le gestionnaire logistique du génocide, l'homme des horaires et des trains, le bureaucrate qui organisait le transport de millions de personnes vers leur mort avec l'efficacité d'un chef de gare. Mais chaque ordre qu'Eichmann exécutait, chaque train qu'il remplissait, chaque liste de déportation qu'il compilait, l'était sous l'autorité et la supervision de son supérieur direct, Heinrich Müller. Müller était celui qui donnait le feu vert pour les rafles massives dans les ghettos de Varsovie, dans les appartements de Paris, dans les foyers d'Amsterdam ou de Thessalonique. Son bureau était le nœud qui recevait les demandes des dirigeants nazis de toute l'Europe et les transformait en ordre direct pour que les hommes d'Eichmann procèdent aux déportations. Eichmann était le gestionnaire, mais Müller était le directeur des opérations de l'extermination. Et tandis qu'il administrait le génocide à l'extérieur, Müller menait une guerre sans merci à l'intérieur du Reich contre toute lueur de dissidence. Il dirigea personnellement la chasse et l'anéantissement de tous les mouvements d'opposition. Sa Gestapo traqua les jeunes étudiants du groupe de la Rose Blanche à Munich, qui avaient osé distribuer des tracts appelant à la fin de la tyrannie. Il les trouva, les interrogea brutalement et les envoya à la guillotine. Il dirigea l'opération complexe visant à démanteler le Orchestre Rouge, l'un des réseaux d'espionnage soviétiques les plus efficaces de la guerre. Pendant des mois, il joua au chat et à la souris avec ses agents, jusqu'à ce que finalement, avec sa ténacité caractéristique, il referme le filet sur eux, capturant plus de 100 membres. Son efficacité dans ce domaine était légendaire et redoutée dans toute l'Europe. Pour la résistance, Müller n'était pas un nom, c'était une sentence de mort. Mais le point culminant de son pouvoir, son paroxysme de violence et de contrôle, survint le 20 juillet 1944. Lorsque la bombe du colonel Klaus von Stauffenberg explosa à la tanière du Loup, manquant de peu de tuer Hitler, le Führer déchaîna sa fureur vengeresse. Et l'homme qu'il choisit pour être l'instrument de cette vengeance fut, bien sûr, Heinrich Müller. Müller dirigea personnellement l'enquête sauvage. La Gestapo, dotée des pleins pouvoirs, s'abattit sur l'Allemagne. Les arrestations se comptèrent par milliers, non seulement parmi les conspirateurs directs, mais aussi leurs familles, leurs amis, et quiconque avait eu le moindre lien avec eux. Les prisons de la Gestapo furent remplies à ras-bord. Sous les ordres directs de Müller, la torture pour obtenir des aveux devint la norme absolue, appliquée avec un sadisme systématique pour démêler jusqu'au dernier fil du complot. L'enquête culmina par des simulacres de procès et l'exécution de centaines de personnes, dont beaucoup furent pendues lentement avec des cordes à piano, sur ordre exprès d'Hitler. Durant ces mois frénétiques, Heinrich Müller devint le protecteur et le vengeur du Führer, le seigneur absolu de la vie et de la mort dans un Reich qui commençait à agoniser. Et ce faisant, il accumulait dans sa tête les secrets les plus sombres de tous ceux qui l'entouraient, devenant, sans le savoir, une bombe à retardement humaine. Tandis que le Reich se contractait jusqu'à n'être plus que quelques couloirs de béton sous les rues bombardées de Berlin, la loyauté devint la denrée la plus rare. De nombreux hiérarques s'étaient déjà enfuis, tentant de se sauver ou de négocier avec l'ennemi. Mais pas Heinrich Müller. Le chef de la Gestapo fut l'un des derniers du cercle intime à rester avec Adolf Hitler. Un pilier de calme et d'efficacité apparent au milieu de l'effondrement et du suicide collectif. Il était là, à l'épicentre de la fin du monde qu'il avait lui-même contribué à créer. La dernière fois qu'Heinrich Müller fut vu de manière confirmée eut lieu le 29 avril 1945, à peine quelques heures avant qu'Hitler ne se donne la mort. Le pilote personnel du Führer, Hans Bauer, parla avec lui. Il se souviendrait plus tard des dernières paroles du chef de la Gestapo, des paroles qui ne trahissaient aucune panique, mais une résolution froide et calculatrice. Müller lui dit « Nous connaissons parfaitement les méthodes russes. Je n'ai pas la moindre intention de me laisser faire prisonnier et pendre. » Et après cette déclaration, Heinrich Müller, l'homme qui savait tout, le centre de la toile d'araignée, sortit de la pénombre du bunker et s'avança dans la nuit d'une ville en flammes. À partir de cet instant, il s'évanouit de l'histoire.
Lorsque les Soviétiques prirent finalement le bunker et le reste de la chancellerie, ils trouvèrent les corps des Goebbels, capturèrent les survivants et dénombrèrent les morts. Mais du Gruppenführer SS Heinrich Müller, il n'y avait nulle trace. Il n'était ni parmi les vivants, ni parmi les morts identifiés. L'administrateur de la terreur était devenu un fantôme. Dans le chaos de l'après-guerre, l'explication la plus simple semblait la plus probable. Müller devait être mort lors des féroces combats de rue qui suivirent sa sortie du bunker. Cette théorie prit de l'ampleur lorsqu'en août 1945, on découvrit un corps dans une tombe provisoire près du ministère de l'Air. Il portait l'uniforme d'un général SS et dans la poche intérieure de sa vareuse se trouvait une carte d'identité avec sa photographie et son nom. L'affaire semblait close. Heinrich Müller fut officiellement déclaré mort et enterré dans un cimetière de Berlin. Mais le fantôme refusait de reposer en paix. Des années plus tard, en 1963, au milieu de rumeurs persistantes selon lesquelles il était toujours en vie, les autorités allemandes prirent une décision radicale: exhumer la tombe. Elles ouvrirent le cercueil et analysèrent les restes. Le résultat fut une bombe médiatique qui rouvrit l'affaire en grand. Le corps n'était pas celui d'Heinrich Müller. En fait, les analyses révélèrent que dans cette tombe se trouvaient les restes d'au moins 3 individus différents, dont aucun n'était le chef de la Gestapo. La seule preuve de sa mort s'était évanouie. Le mystère recommençait, plus grand et plus sombre que jamais. La grande traque reprit avec fureur. Pendant des décennies, les agences de renseignement les plus importantes du monde, de la CIA américaine au Mossad israélien, le recherchèrent sans relâche. Son dossier était l'un des plus précieux. C'était le dernier grand fantôme du Reich. On suivit des pistes et des signalements présumés partout dans le monde. Était-il en Argentine, vivant dans la même communauté qu'Adolf Eichmann avant sa capture? L'avait-on vu au Paraguay ou au Caire? Chaque piste s'avéra être une impasse, chaque signalement une illusion. Müller restait insaisissable. Son silence était sa dernière et plus parfaite œuvre de répression. Face à ce vide absolu, il ne reste que les hypothèses, 4 grandes théories qui tentent d'expliquer ce qu'il est advenu de l'homme qui s'est effacé lui-même du monde. Théorie numéro 1, mort dans le chaos de Berlin. C'est l'explication la plus simple et, pour beaucoup, la plus logique. Müller sortit du bunker et, en l'espace de quelques heures ou de quelques jours, mourut en combattant les soviétiques ou à cause d'un obus d'artillerie. Son corps, sans papier d'identité après la mise en scène de la fausse tombe, devint méconnaissable et atterrit dans l'une des nombreuses fosses communes creusées dans la ville. Dans ce scénario, Müller n'a pas réussi une fuite géniale. Il a simplement eu une mort anonyme, absorbé par la destruction qu'il avait lui-même promue. Théorie numéro 2. Le rat qui s'est échappé. C'est l'hypothèse classique de la fuite nazie. Müller, le maître des opérations secrètes, aurait utilisé ses connaissances, ses réseaux et les vastes ressources de la Gestapo pour préparer son évasion bien avant la fin. Utilisant l'une des Ratlines, les filières d'exfiltration organisées via l'Italie ou l'Espagne, il aurait atteint un port sûr. Avec une nouvelle identité, et peut-être avec l'aide de sympathisants nazis à l'étranger, il se serait établi en Amérique du Sud ou quelque part au Moyen-Orient, vivant le reste de ses jours dans l'anonymat, souriant peut-être en lisant les nouvelles sur la chasse infructueuse de Gestapo Müller. Théorie numéro 3, recrutée par le bloc soviétique. C'est l'une des théories les plus persistantes et les plus troublantes. Müller, dans ses dernières paroles, n'exprima pas la peur de la mort, mais celle d'être capturé par les Russes. Était-ce une ruse? Lui, qui avait étudié ses adversaires communistes durant toute sa carrière, ressentait également une admiration documentée pour l'efficacité impitoyable de la police secrète de Staline, le NKVD. Pour les soviétiques, capturer Müller vivant aurait été un prix d'une valeur inestimable. C'était une encyclopédie ambulante de tous les réseaux de renseignement et anticommunistes d'Europe. Dans ce scénario, le NKVD l'aurait exfiltré en secret de Berlin et lui aurait offert un marché, sa vie et sa protection en échange de ses connaissances. Il aurait passé le reste de sa vie à Moscou comme consultant de l'ombre, le dernier et plus ironique tournant de sa carrière. Théorie numéro 4. Recruté par l'Occident. C'est la théorie la moins probable,
Mais dans la guerre froide naissante, la moralité était souvent flexible. Bien que son rôle central dans l'Holocauste en fît un actif toxique pour les Alliés, sa connaissance approfondie des méthodes et des réseaux soviétiques était extrêmement précieuse. Une cellule du renseignement américain ou britannique a-t-elle pu décider que la valeur de ces informations surpassait l'impératif de justice? C'est une possibilité glaçante, l'idée que l'architecte de la terreur nazie ait pu être protégé par ceux qui prétendaient lutter pour la liberté. Mort anonyme, fuite parfaite, trahison ou recrutement. 4 chemins qui se perdent dans les brumes de l'histoire. En fin de compte, l'héritage d'Heinrich Müller n'est pas seulement celui de la terreur qu'il a infligée, mais aussi celui du silence qu'il a laissé derrière lui. Le bureaucrate suprême, l'homme qui enregistrait et archivait tout, a réussi sa dernière grande opération administrative, effacer complètement son propre dossier de la surface de la Terre, ne laissant qu'une question qui probablement n'aura jamais de réponse. On ne se souviendra jamais d'Heinrich Müller comme d'un soldat sur le champ de bataille, ni comme d'un idéologue fanatique haranguant les foules. Son héritage est bien plus moderne, bien plus subtil, et, peut-être pour cela, bien plus terrifiant. Il est l'incarnation parfaite du bureaucrate anonyme et efficace qui a dépouillé le génocide de son visage monstrueux pour en faire une froide question d'administration. Il représente la figure du Schreibtischtäter, un terme allemand qui n'a pas de traduction parfaite, mais qui signifie « assassin de bureau ». C'est l'homme qui n'a pas besoin de se tacher les mains de sang, car ses armes sont la note de service, le tampon et l'ordre signé. Müller personnifie le concept que la philosophe Hannah Arendt a décrit comme la banalité du mal. Ce n'était pas un monstre évident sorti d'un cauchemar, mais un fonctionnaire diligent, un professionnel compétent pour qui l'extermination de millions de personnes n'était pas une croisade personnelle, mais simplement une tâche assignée qui devait être accomplie avec la plus grande efficacité. Son horreur ne réside pas dans son sadisme, mais dans sa glaçante normalité. Son héritage de terreur, bien sûr, se confond avec celui de l'organisation qu'il dirigeait. La Gestapo, sous son commandement, a cessé d'être une simple police politique allemande pour devenir le symbole universel et intemporel de la police secrète totalitaire. Son nom, à lui seul, évoque encore aujourd'hui des images de torture, de délation, de paranoïa et de la peur la plus primale. Le coup frappé à la porte à minuit dont on ne revient pas. Ce système, cette machine de peur parfaitement huilée, est son chef-d'œuvre. Et finalement, il y a l'héritage de son propre mystère. Sa disparition n'est pas une simple anecdote, c'est la note finale parfaite et diaboliquement cohérente avec sa sinistre biographie. C'est le dernier acte d'un homme dont la vie fut la gestion des secrets et la manipulation de la vérité. En s'évanouissant sans laisser de traces, Heinrich Müller n'a pas seulement éludé la corde du bourreau et la cellule de la prison. Il a éludé le jugement de l'histoire. Il a refusé d'être un chapitre clos. Au lieu de cela, il a créé une légende sombre, devenant un fantôme qui a tourmenté les chasseurs de nazis, les historiens et les services de renseignement pendant plus d'un demi-siècle. L'administrateur s'est administré une sortie parfaite, laissant derrière lui un trou noir dans l'histoire qui ne pourra peut-être jamais être comblé. Mais maintenant, la question est pour vous. Après avoir examiné les preuves, la vie et la disparition du chef de la Gestapo, quel croyez-vous fut le destin d'Heinrich Müller? Est-il mort anonymement dans le chaos de Berlin? A-t-il réussi la fuite parfaite pour vivre une vie secrète en Amérique du Sud? Ou fut-il l'actif le plus précieux recruté en secret par une superpuissance, l'Union soviétique ou même l'Occident? Laissez vos théories sur le plus grand mystère non résolu du Troisième Reich dans la section des commentaires. Votre opinion nous intéresse beaucoup. Si cette immersion dans les énigmes les plus profondes du pouvoir et du mal vous a intéressé, nous vous invitons à nous soutenir avec un j'aime et à vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, où nous continuerons à explorer les histoires les plus sombres, complexes et énigmatiques de l'histoire. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au cœur des ténèbres.